bonjour et bienvenue à Pack de Pod, un podcast rugby entre amis. Alors moi c'est TK Terry Kaufman, je suis l'américain de notre pack et je suis trop content de vous partager cet épisode car nous avons l'invité de rêve, c'est monsieur Fabien Paulus. Ce fameux deuxième ligne a tout gagné dans sa carrière, 5-6 nations et plusieurs grands slams avec l'équipe de France, 2 Coupes d'Europe et 3 fois champion de France avec Toulouse. C'est le recordman des sélections sur l'équipe de France avec 118 caps et 42 fois capitaine de notre équipe de France aussi. C'est un grand monsieur de rugby français qui va passer du temps avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de ses débuts dans le rugby au moment où ça est devenu professionnel, avec quelques souvenirs bien sûr dans le maillot des Bleus, son avis sur notre 15 de France actuelle, avec un peu de sa vie actuelle, comment il va aujourd'hui. Nous sommes vraiment chanceux en ce moment. Nos 3 derniers épisodes, c'était Mathieu Bastareaud avec 54 caps, Leneg Korsen avec 30 caps, et maintenant Fabien Paulus avec 118 caps. Ça fait presque 200 caps en 3 épisodes de Pack de Pod. Franchement, c'est pas mal. Si vous êtes nouveau ici à Pack de Pod, cliquez sur le bouton abonner de votre plateforme de podcast, ajoutez un review 5 sur 5 et si vous êtes fan des stories, faites un petit capture d'écran et faites un story pour nous. Vous pouvez nous taguer sur Facebook, Instagram et Twitter et tous ces bons endroits sur les réseaux sociaux. Alright, enough business, on with the show. Voici mon entretien avec notre grand capitaine, monsieur Fabien Paulus. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'être là avec Fabien Paulus. Fabien, bonjour. Bonjour à tous. Donc toi, tu es d'origine de Toulouse et si je comprends bien, à Toulouse, en fait, c'est là où on donne à des bébés un ballon de rugby dans le berceau. Est-ce que c'est bien le cas? C'est ça, et puis surtout, même avant, hein, dans le ventre des mamans, on me fait écouter les cris des supporters toulousains où on remet des vieilles cassettes que l'on a, des vieilles finales du stade toulousain pour habituer l'oreille déjà des enfants, des futurs enfants et des futurs joueurs à ça. Non, c'est vrai qu'on est quand même dans un pays, dans une région qui est très rugby et qui vit rugby au quotidien. Donc pour toi, peut-être tes parents n'étaient pas étonnés que tu allais commencer à jouer au rugby en fait. En fait, moi ça s'est fait un peu par hasard quand même, hein, parce que j'étais dans un village qui paradoxalement avait pas de club de rugby. Dans un tout petit village de la Basse-Ariège, en fait, et juste à la limite de l'Ariège et de la Haute-Garonne, et de l'Aude d'ailleurs, les 3 départements. Et en fait, moi, j'ai commencé à jouer au football, parce que dans le village où j'avais mes copains, où j'allais à l'école, il n'y avait qu'un club de football. C'était un petit village de 1000, je sais pas, à l'époque 1200 ou 1500 habitants. Et donc, il n'y avait pas de quoi avoir les effectifs pour faire 2 clubs, un club de foot et un club de rugby. Et pour pouvoir jouer au rugby, il fallait que j'aille dans le club d'à côté, à Saverdun. C'est là où j'ai commencé à jouer au rugby. Et ben donc, il m'a fallu changer de village et surtout avoir un moyen de locomotion pour aller dans le village d'à côté. Et il se trouve que mes parents, à ce moment-là, achetaient une maison pour leurs vieux jours, pour leur retraite dans ce village. Et mon père allait la retaper tous les week-ends. Et donc, j'avais mon moyen de transport pour aller dans le village d'à côté. Et ça s'est fait comme ça, un petit peu par hasard. Et c'est vrai que j'ai vite aimé ça. Et donc, j'ai voulu être sur le terrain le plus souvent possible. Et donc, je suis allé en sport-études, ensuite à Toulouse au lycée, etc. Donc, tu as dit, bah, tiens, j'ai vite aimé ça. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce jeu? J'ai aimé le rapport physique, je pense, surtout. En fait, moi, je venais du football. Et j'étais déjà grand, voire même un peu démesuré, quoi, à l'époque. Et au foot, j'avais les pieds un peu loin de la tête, si tu veux, et l'information mettait du temps à passer. Donc, donc j'étais mauvais, quoi, en fait. J'étais pas très, très bon, et ça valorisait pas ce corps un peu démesuré. Quand j'ai commencé le rugby, c'était pas pareil, parce que mon corps devenait un atout, quand même, dans ce sport-là. Et donc, je valorisais mon corps dans ce sport, et c'est pour ça aussi que je crois que j'ai aimé ce sport. C'est parce qu'il m'a donné l'occasion, personnellement, de valoriser mon corps, et après, ensuite, collectivement, ce rapport à l'autre, ce rapport physique, fusionnel, presque des fois, avec son partenaire, ou ses partenaires, je crois que ça venait assouvir l'envie d'être avec les autres, l'envie de vivre les choses en commun.
Et j'ai trouvé finalement dans ce sport-là un prolongement de mon état d'esprit, tout simplement. Mhm. C'est marrant, tu parles de ça parce que pour moi, je me suis à cet âge-là en lycée, c'était à la fois un peu le foot américain parce que j'étais quand même grand, T'avais la mais barbe aussi déjà? T'avais la barbe? non, non, ça arrivait très tard en fait. C'était à 32, 33 ans en fait la barbe. Mais en fait, aussi c'était des cours d'impro, des cours de théâtre aussi qui m'a beaucoup aidé de D'accord. me sentir à l'aise dans mon corps et je trouvais ça une bonne idée. Donc je pense que bientôt je vais conseiller ça à mes enfants aller faire un peu de théâtre Ouais, c'est sûr. pour régler tout ça, mettre tout ça dans l'ordre. Donc déjà tu dis bah en fait donc j'étais grand, mais c'était quoi à ce moment-là, vers on va dire lycée, donc tu pars en sport études. Ouais, je commençais le rugby en fait au collège, pour ma dernière année de collège, donc j'étais en troisième. Et tout de suite, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire le plus souvent possible. Donc, ben, je me suis renseigné comment je pouvais faire ben, pour assouvir en fait cette passion, tout en finalement poursuivant une vie d'adolescent ou de préadolescent euh, normal, quoi. Donc, effectivement, j'ai trouvé cette possibilité de rentrer en sport-études, en fait. À l'époque, maintenant, ce qui s'appelle les pôles espoirs, en fait. Ben, à l'époque, ça s'appelait les sport-études. Il y en avait 10 en France et moi, j'avais la chance d'en avoir un, finalement, pas très loin de la maison, à une cinquantaine de kilomètres de la maison. Et donc, j'ai fait, ben, comme tous les lycéens de mon coin, là, c'est-à-dire il fallait s'expatrier, quoi. Il fallait partir un peu plus loin pour pouvoir poursuivre sa scolarité. Et donc, ce que j'ai fait, moi, à Toulouse, en rentrant en sport-études, j'ai eu la chance d'être pris, hein, parce qu'il y avait quand même des sélections. Mais malgré mes un an de rugby, mais, j'ai été sélectionné dans ce sport-études, parce que certainement, j'avais aussi le potentiel physique. Techniquement, ben, j'ai finalement tout appris au sport-études, Ouais. parce que je m'entraînais tous les jours. Et à cette époque-là, en fait, quand tu étais lycéen en sport-études, tu t'entraînais plus que ceux qui jouaient au plus haut niveau français. Ah Parce ouais. que, ben ouais, c'était encore un sport amateur. Et donc, ben, l'équipe du Stade Toulousain, par exemple, ils s'entraînaient, allez, 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Alors que nous, on s'entraînait tous les jours, et voire même 2 fois par jour. Donc, en fait, on s'entraînait plus que les meilleurs joueurs adultes de l'époque. Et c'est pour ça que ma génération, là, celle qui a un peu étraîné les sports-études, ben, on a fait basculer un petit peu, et puis on a vécu ce basculement dans le rugby professionnel, quoi. Oui, parce que c'est vrai, c'est vraiment à ce moment-là où tu commences à jouer, il me semble, à Dax, ou que l'ère de professionnalisation, Ouais, ça exactement. démarre. À Groyer et à Dax, à Groyer d'abord, puisque voilà, quand je termine le lycée, je pars jouer à Groyer, en fait, et ça me permet de jouer très très vite au plus haut niveau. Et c'est ça qui a été très formateur, en fait, parce que bien sûr, tu t'entraînes, tu fais des entraînements, mais ce qui est le plus formateur, c'est de faire des matchs. Et moi, j'étais très jeune, 17, 18 ans, et je commençais déjà à jouer avec ben, les adultes, quoi. Et là, il faut vite se mettre au diapason en termes physiques, en termes techniques, il n'y avait pas de souci parce que j'avais été bien formé, et certainement j'étais même plus technique que les joueurs Ok, certain. avec qui je jouais. Ouais. Par contre, ben ouais, il y avait des exigences quand même du rugby de cette époque-là, en termes d'hormones, en termes de défis physiques, qui faisaient que ben ouais, il y avait quelques passages obligés, quoi. Il fallait répondre physiquement, montrer que tu avais du caractère, etc. Et donc toi, merci d'ailleurs pour d'avoir prononcé, parce que moi je pense que j'aurais assassiné la prononciation de ces grelets, c'est ça? Broyer, ouais, broyer. Grelier, ok. Et en fait, tu arrives là et donc tu es déjà professionnel ou est-ce que tu es en train de faire des études à côté ou... Ouais, bien sûr, le rugby n'est pas professionnel. C'est ça aussi, hein, on se remet dans une époque où le rugby n'est pas encore professionnel. Et en 95, le rugby est déclaré open, donc pouvant accueillir le professionnalisme. Mais dans les faits, en fait, on a mis du temps à passer professionnel parce que tu décides il est possible d'avoir du professionnalisme, mais le temps que les choses se mettent en place, en termes de structure d'accueil et d'état d'esprit aussi, hein, des clubs, des joueurs, il a fallu un peu de temps, et les clubs sont véritablement devenus professionnels
allez, on va dire en 99, 2000, 2001, là, il y a eu la bascule, quoi. Et moi, à Groyer, ils sont encore amateurs, en fait. Donc, moi, j'ai recherché un moment aussi à, à m'inscrire dans ce changement-là, en partant à Dax. Et Dax a tardé aussi à passer professionnel, et ce qui m'a poussé finalement à revenir à Toulouse et, euh, et, euh, et à m'inscrire dans une carrière professionnelle. Moi, je finissais mes études de kiné. J'étais étudiant en kiné à Toulouse et je faisais des allers-retours à Dax pour aller m'entraîner. Je suis devenu international à Dax, je m'entraînais 2 fois par semaine. C'est incroyable. C'est incroyable, ouais, ouais. C'était le rugby. Et tout le monde faisait comme ça à l'époque, hein. On était au haut niveau en s'entraînant 2 fois par semaine. C'est marrant parce que je garde un bon souvenir de Dax. Déjà, je trouve ça un nom de village, Dax. Ça fait, c'est pas mal quand même, Dax. Et en fait, parce que c'est la première fois que j'ai rencontré mes grands-parents, côté ma maman. Je suis venu en France, la première fois que je suis venu, j'avais 8 ans. Et donc, j'ai un très bon souvenir de voir mes grands-parents sur sur le quai du train à la gare de Dax. D'accord, Donc, d'accord. ça reste un bon souvenir. Qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce que tu peux nous partager un bon souvenir de Dax? Ah ben, moi, étudiant, j'étais étudiant à Toulouse. Et donc, j'allais à Dax le week-end pour jouer, etc., ou durant les vacances. Donc, moi, j'avais que les bons côtés de Dax. J'étais étudiant à Toulouse et donc je faisais aller-retour. Et puis, je passais l'été là-bas. Dax, c'est à 20 km de la plage. Donc, en fait, ce dont je me souviens et ce qui était un peu différent finalement dans cette époque-là pour moi, c'était que j'arrivais la plupart du temps avec, enfin, en tout cas toute une partie de l'année, aux entraînements avec encore le sable de la plage sur les pieds. et, et voilà, et j'avais 20 Excellent. ans et on était toute une ribambelle de joueurs de la même génération, les Raphaël Ibanez, Olivier Magne et d'autres qui ont percé ou pas d'ailleurs, et avec qui je garde des contacts là-bas parce que j'ai des amis et qui avaient un peu la même philosophie, c'est-à-dire qu'on joue au rugby un peu comme un amusement et beaucoup comme un amusement et puis surtout on avait été plutôt bien formés, on se régalait sur les terrains, on jouait beaucoup. Alors on a fait les années où j'étais, on a fait demi-finale de championnat. Et je pense que la bascule aurait pu se faire si le club s'était structuré pour nous donner le loisir de pouvoir nous entraîner comme des professionnels. Ils ont tardé un peu et puis il y a eu une hémorragie. En fait, tous les joueurs sont partis parce qu'ils avaient envie de vivre ce rugby-là, quoi. C'est incroyable de penser que cette petite ville de Dax était quand même dans le Coupe d'Europe Ouais, ouais, à bien sûr, ouais. l'époque. Bien sûr. Et tu vois, je vais te dire une anecdote que j'ai vécue, hein, et pour te dire comment se passait le rugby à l'époque. Moi, j'ai joué un match de qualification à Basse en Coupe d'Europe, un match de poule, un samedi, en ayant joué un match universitaire le jeudi avec l'école de kiné. Ah ouais. Et ouais, et c'était ça le rugby à l'époque, tu vois. Et en fait, tu choisissais. En fait, on ne te demandait pas de choisir entre tes études et le rugby. C'était les deux. Et c'était de fait les deux. Et le club de Dax, ils étaient au courant que je jouais le jeudi en universitaire. Ils m'ont dit, bon, essaye de ne pas te blesser. Ben ouais, Ouais. c'est la moindre des choses quand même, tu vois. Donc, tu vois, on était quand même dans deux mondes complètement différents. Et c'était il y a 20 ans, hein, c'était pas non plus il y a 50 ans. Et c'est pour ça qu'on voit et on note finalement l'évolution qu'a eu ce sport en 20 ans, qui est c'est quand même assez hallucinant de voir à quel niveau de professionnalisme se joue le rugby maintenant. Et qu'il y a 20 ans, comme je te disais, on est capable de jouer un match universitaire 2 jours avant un match de Coupe d'Europe et on s'entraînait 2 fois par semaine, quoi. Bah, c'est intéressant parce que tu parles d'une génération ou un promo, on va dire, qui en fait vous sortez, vous êtes en sport-études, vous faites plus de sport, en gros plus d'entraînement que des pros qui sont pas encore pros, qui sont toujours amateurs. Et est-ce que ça s'explique peut-être les réussites plus tard sur l'équipe de France? Parce qu'il y avait quand même une très jolie époque Ouais, entre ouais, je pense on a été une équipe qui a, en fait, il y a eu une continuité.
je pense. Il y avait pas mal de Toulousains en équipe de France quand j'y étais. Et, euh, et pas mal ont été formés justement via ces sports-études. Et on avait quand même une philosophie de formation dans ces sports-études qui était tournée beaucoup sur le, le, l'inspiration du joueur. C'est-à-dire qu'on avait des qualités et on formait des joueurs de rugby. On ne formait pas des secondes lignes, on ne formait pas des piliers, on ne formait pas des arrières, on formait des joueurs de rugby assez complets. À l'époque, c'était un peu une révolution quand même, euh, parce que la génération d'avant, les choses étaient assez établies. Les avants, ils s'occupaient de la conquête du ballon et les trois quarts de l'utilisation. Et en fait, on a été la première génération à faire un peu les deux, quoi, à jouer quand même, à participer au jeu, notamment en tant qu'avant. Et donc, je crois qu'on a été formé à un rugby un peu plus total, et ça s'est poursuivi avec, mais aussi la philosophie des entraîneurs, enfin, en tout cas des entraîneurs de l'époque, la vie de Creux, qui était dans cette philosophie-là. Bernard Laporte a amené autre chose ensuite, ou à retirer certaines choses aussi dans le rugby. Mais en tout cas, on était dans cette dimension-là de formation et qui a été poursuivie finalement jusqu'au plus haut niveau avec la même philosophie. Finalement. C'est marrant parce que j'ai 12 questions qui viennent à l'esprit, mais je garde en fait sur cette idée de liberté de jeu et qui venait d'informations d'avoir des joueurs complets. Parce que j'ai l'impression que ça fait écho aujourd'hui où je vois l'équipe de France d'aujourd'hui, il est très libre, où par rapport à peut-être il y a 10 ans, c'était pas dans cette liberté de jeu. Quoi. J'ai des souvenirs de non, il faut faire le coup de pied, il faut être vraiment super tactique. Et là, on voit... Après, c'est les modes aussi. Hein. C'est les modes du rugby dans son évolution. Tu vois, et puis après, ça tient aux personnalités, aux visions aussi des entraîneurs. Et c'est vrai que force est de constater que depuis 10 ans, on a plutôt un rugby, on avait plutôt un rugby statistique, moi j'appelle ça. Tu joues, tu occupes, tu joues au pied, et puis on avait certainement des joueurs qui n'avaient pas été formés de la même façon sur cette philosophie-là. Et, euh, et, et là, on a retrouvé ces joueurs-là, parce que on le tourne comme on veut, hein, euh, c'est quand même les meilleurs joueurs qui ont fait les meilleures équipes. Et là, on a quand même une génération de joueurs qui est capable de ça. Par exemple, sur le match des Blacks de novembre, le match il bascule sur la contre-attaque de Romain Tamac. Et s'il n'a pas cette philosophie-là, s'il n'a pas été élevé dans cette tradition-là, de tenter ce coup-là à ce moment-là, mais ça se fait pas et certainement qu'on perd le match. Donc, les matchs, ils basculent aussi sur ça, sur ces inspirations des joueurs. Alors, je veux pas dire qu'il faut faire un rugby que inspiré, mais c'est ce genre de philosophie qui fait que, en fait, on fait basculer les matchs. On fait basculer les matchs. Et ça ne veut pas dire que Romain Tama qui va faire que de l'inspiration. Mais à des moments, il faut qu'il puisse l'utiliser aussi. Pas que je pose le jeu au pied, etc. On a cette capacité-là, on a cette formation-là, on a ces joueurs-là, il faut s'en servir. Ouais, en fait, il réagit dans la confiance plus que la peur. En fait, dans ce moment-là, la peur de dire il faut que je dégage le ballon. Hop, je vois un petit trou et je sais que mes copies ils vont me protéger. Ouais. Donc, tu arrives à Toulouse. Et est-ce que le Toulouse était déjà le Toulouse qu'il est aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a beaucoup en les années 2000, t'as beaucoup gagné. Ouais. Mais est-ce que c'était déjà ce Toulouse-là, on va dire? Ah non, c'était meilleur encore. Ah. Ils avaient été 4 fois champions de France d'affilée. Et ils étaient champions d'Europe en titre pour le premier titre européen. Donc, en fait, si on se remet dans le contexte de l'époque, c'était encore mieux. C'était encore mieux que ce qu'il y a en ce moment. Alors, il faut imaginer quand même. Alors, le rugby était peut-être moins populaire, ou avait moins d'impact sur le sport national. Mais il n'empêche que, voilà, je débarquais dans une équipe qui était 4 fois championne de France d'affilée et championne d'Europe en titre. Pour se faire une place, ça a été... voilà, il a fallu batailler quand même, hein, il a fallu batailler. Et d'autant plus que, avec le changement de club, je changeais de régime d'entraînement aussi. C'est-à-dire que on s'entraînait une fois par jour, en tout cas 5 fois par semaine, 4 fois d'abord par semaine.
la première année, et ensuite, on est passé à 5, puis à 6, puis voilà, on a évolué. Mais 4 fois par semaine, c'était juste le double de ce que je faisais d'habitude. Donc, physiquement, ça a été difficile au départ. Il a fallu que et je me souviens très bien, hein, la bascule, elle se fait sur un match en décembre, le premier match de Coupe d'Europe, où tout le début de l'année, j'avais eu du mal physiquement à, à, à me faire au rythme. Donc, j'étais moyen, quoi. J'étais moyen. Et les entraîneurs de l'époque, Serge Lahire et Pinoles, ils m'ont fait confiance, ils m'ont remis sur le terrain. Et la bascule, elle se fait sur un match contre les Harlequins, qui était l'équipe un peu à la mode anglaise à l'époque, au Stadium, où franchement, je fais un très bon match. Voilà. Et là, j'ai senti que le regard de mes coéquipiers changeait envers moi. Voilà. Là, je faisais partie de l'équipe. Avant, jusque-là, je ne faisais pas partie de l'équipe. Là, à partir de ce moment-là, bon, et après, j'ai continué à être performant, hein, mais à partir de ce moment-là, j'ai senti que ouais, je faisais partie de l'équipe du Stade Toulousain. Et c'était toujours Toulouse pour toi, parce que la famille et tout, ou est-ce que tu avais peut-être d'autres opportunités dans d'autres clubs ou... Oh, j'ai des opportunités partout. Ouais. Avant de partir à Dax, déjà, enfin, avant de partir à Grouillé, déjà, j'étais contacté par la moitié des équipes de haut niveau du rugby français. En partant ensuite de Grouillé, là, c'était tous les clubs qui me voulaient. et j'ai quand même choisi Dax. Et ensuite, ouais, en partant de Dax, ben, il n'y avait pas 36 alternatives, en fait. Hein. C'était le Stade Toulousain où à l'époque, Castres tournait fort, Clermont aussi était sur les rangs, mais c'était une certaine logique, en fait, finalement, de revenir au Stade Toulousain. Et je crois que ce choix-là a été quand même prépondérant aussi finalement, la réussite de ma carrière. C'est qu'en fait, ça avait du sens pour moi. Je jouais dans le club, dans le club de ma région, de ma ville, de ma région. Voilà, donc à un moment, le lien, il a été facile à faire, quoi. Et donner du sens son engagement du quotidien. Ben, quand tu es de là, que tu joues tous les week-ends devant ta famille, devant tes amis, ça donne forcément du sens. Ouais, il y a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de meaning derrière. Tu parlais de ta progression, on va dire, physique, mais donc, est-ce qu'il y avait aussi en même temps, j'imagine, une progression tactique ou technique aussi? Qu'est-ce que tu travaillais, en fait? Où est-ce que tu as progressé dans ces premières années? Dans quelle partie du jeu? Partout, parce que quand tu t'entraînes 2 fois par semaine et que tu passes à tous les jours, forcément, tu deviens meilleur partout, quoi. Tu deviens meilleur partout. Et à cette époque-là, on était quand même un peu balbutiant sur la préparation physique du rugbyman. Et ouais, on entraînait tout, ouais, on jouait plus, on s'entraînait plus. Donc, où mettre les bons dosages, savoir s'il fallait s'entraîner 2 fois par jour, s'entraîner beaucoup en début de semaine ou plutôt beaucoup en fin de semaine. Et il y avait plein de choses de plâtre à essuyer. Tu sais, il y a une expression française qui dit voilà, on a essuyé les plâtres. Et c'est ça, en fait. Et on a essuyé les plâtres, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout découvert. Il a fallu tout réguler au fur et à mesure de cette époque-là. Et donc, ben, certains n'ont pas su s'adapter au rugby professionnel et aux nouvelles contraintes. Et d'autres, ben, ils sont arrivés. Moi, voilà, j'ai été comme les autres et j'ai dû m'adapter. Et des fois, on a fait des bêtises, des fois, on travaillait bien. Et donc, tout a été à travailler, quoi. Le côté technique, le côté on change aussi de jeu, parce que ben, tous ces périodes durant les matchs où il y avait que du défi physique et où en fait on allait tester les hormones des adversaires, si tu veux, sur ben, des fois une, un engagement outrancier qui finissait souvent en bagarre, tu vois. Mais ça faisait partie du jeu à l'époque, avant le professionnalisme. Le professionnalisme nous a imposé mais, de rester dans la règle, parce que ça devenait important, d'une part pour la performance, parce qu'il ben, ne fallait pas donner à l'adversaire l'occasion de marquer des points, et puis surtout, ben, tu pouvais prendre des cartons,
ou te faire exclure du match ou d'une partie de la saison parce que tu avais fait des mauvais gestes. Et donc, ça, c'était plus possible dans le rugby professionnel. Et c'est pour ça qu'on a édulcoré tout ce côté euh, de pugilat un petit peu que représentait le rugby, et je crois avec bonheur. Aujourd'hui, on pousse un peu. Ouais, on pousse un peu, mais c'est bien, quoi, parce que voilà, le rugby, ça reste un sport technique, tactique, stratégique, etc. Mais c'est pas de la boxe, quoi. Ouais, Si on doit c'est faire ça. de la boxe, on met les gants et on se met sur un ring. Voilà, donc de temps en temps, ça arrive qu'il y ait quelques poussettes, qu'il y ait un marron qui parte parce il y a un individu qui se maîtrise pas, mais de manière générale, on a quand même enlevé ça de rugby et je crois que c'est une avancée pour le rugby. Ouais. Bon, j'ai la chance de faire ce podcast avec deux autres deuxième lignes. Mm. Donc, ils vont être contents de cette interview, c'est sûr. Donc, toi, en fait, tu as commencé en troisième ligne. Est-ce que tu avais un petit préférence entre troisième et deuxième ou c'était pas. Moi, à partir du moment où j'étais sur le terrain, ça m'allait bien. Euh, ouais, et puis moi, j'étais pas à cette époque-là. Bon, là aussi, c'est histoire de mode. Le numéro 8, il était souvent en retrait. Il faisait le troisième rideau pour remonter les ballons. Il faisait, il était un peu plus loin de la ligne d'affrontement. Et moi, je t'avoue que j'étais plutôt un mec de ligne d'affrontement, quoi, d'aller au contact. Et donc, euh, numéro 8, je le jouais quand même, mais pas forcément dans la mode de l'époque. Moi, j'étais plutôt un deuxième ligne qui avait des capacités techniques de jouer troisième ligne. Alors que maintenant, on a plutôt des troisième lignes qui jouent seconde ligne parce que ils apportent justement cette capacité de course. Moi, j'aime bien maintenant les troisième lignes qui jouent seconde ligne parce que je trouve que ça apporte beaucoup au jeu. Et puis, tu as, un joueur souvent un peu plus mobile de plus dans le pack. Et pour l'influence sur le jeu, je trouve que c'est bien. J'ai l'impression qu'on vit un peu un âge doré, on va dire, de deuxième ligne en ce moment. Peut-être c'est juste moi ou parce que, comme je disais, les deux autres gars dans le podcast, ils sont deuxième ligne, mais je regarde beaucoup plus. On a Waki, on a William C, on a Alwyn Jones, on a Itoge. C'était toujours comme ça? Ils sont des stars aussi. Est-ce que c'était toujours le cas pour les deuxièmes lignes? Je crois quand même. Moi, à l'époque où je jouais, j'étais capitaine de l'équipe de France. J'ai joué contre Martin Johnson, qui était capitaine de l'équipe d'Angleterre. Oui, c'est vrai. Il y avait aussi l'Australien John Hills, qui était capitaine de l'équipe d'Australie. Je crois que les secondes lignes ont toujours été valorisées parce que j'ai l'impression que c'est le poste le plus important du rugby quand même. Et voilà. Forcément. Bien sûr. Ouais. Et non, mais je crois que finalement, le poste qui a le plus évolué dans cette période que j'ai vécue, moi, c'est le poste de seconde ligne. Parce que justement, on a été quand même assez sollicité sur la conduite du jeu. Et c'est dû au fait que quand tu es, par exemple, en mêlée, tu te relèves de la mêlée et c'est toi qui vas aller jouer le second temps de jeu si tu as décidé de repartir au ras et de jouer avec les avants. Par exemple, tu joues un premier temps de jeu où c'est un centre qui allait pénétrer à l'époque. Tu as les troisième lignes qui vont nettoyer ce premier ruck et ceux qui interviennent après pour faire un deuxième temps de jeu, c'est souvent les secondes lignes qui arrivent là. Donc c'est pour ça qu'on a participé un peu plus au jeu parce que dans l'évolution du jeu aussi, qui était un peu plus structurée, eh bien, en fait, on nous demandait cette capacité-là. Et c'est vrai, il y a quelque chose, surtout dans le stade, qu'on voit un avance comme ça d'un deuxième ligne qui fait ses 2-3 mètres. En fait, ça fait, il y a tout un, wow, c'est presque mieux qu'un 15 qui court ses 15. Ouais, mais même tu vois, dans l'évolution du jeu, tu vois, je pense à Rétalic, qui pour moi a été quand même dans les années voilà, 80, pardon, 2010-2020, ça a été quand même la référence en tant que seconde ligne. Et c'est un joueur qui a beaucoup participé au jeu. On lui a demandé de faire des choix. Il était tout le temps dans le même registre. Il faisait son boulot seconde ligne, sur la consolidation des rucks, etc. Et dans le jeu, il était souvent au milieu du terrain. On le sollicitait et il faisait tout le temps ses choix de faire la passe à son partenaire, à un pilier qui venait de garder le ballon, évidemment, de faire cette petite passe sur un partenaire pour faire un temps de jeu supplémentaire ou de faire la passe
derrière pour un trois quarts pour que le jeu il aille jouer un peu plus loin. Et en fait, ça c'est un rôle de choix de jeu. C'est un rôle numéro 10 en fait, dans le jeu. Et lui, on l'a demandé ça en seconde ligne. Et il faisait la paire avec Whitelock, qui lui faisait jamais ça. Il était tout le temps sur tous les rucks pendant tout le match et avec un jeu très différent en fait. Donc le seconde ligne, il peut être finalement, on peut lui demander des choses différentes parce que selon ses capacités, selon ses caractéristiques, il va avoir un jeu différent. Et c'est exactement la même chose qu'on demande à un Hockey ou à un Willem C. Ils n'ont pas du tout le même jeu et pourtant, ils jouent le même poste. Voilà. Et c'est pour ça que dans la diversité, je crois, du jeu, les secondes lignes, il peut s'adapter un petit peu à tout. Et c'est un poste où finalement, tu peux avoir des gabarits très différents. Il faut bien sûr être un peu grand, voilà, et être un peu costaud, mais tu peux avoir des gabarits assez différents et quand même assumer ce poste-là. C'est intéressant parce que tu disais les capitaines à ton époque, c'était tous les deuxièmes lignes et ça fait partie d'être grand, ça fait un partie de ça aussi. Ouais. Dans ton, comment dire, ton capitaine, je sais pas si j'ai... Capitaine. Pardon. Il y a un mot pour ça en français, ouais. Capitaine. En fait, tu as démarré quand? À quel moment où tu commençais à être capitaine pour l'équipe de France? Et est-ce que tu te sentais déjà à cette époque-là, bah oui, c'est moi le capitaine? Est-ce que tu sentais que c'était bien ta place à toi? Ouais, moi, je me suis toujours senti capitaine, en fait. J'ai toujours été... j'ai été capitaine de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Donc, en fait, j'ai appris de pas mon premier match peut-être, mais très tôt dans ma carrière, dans ma formation, on m'a donné cette responsabilité-là. Alors, parce que peut-être j'étais un peu plus grand que les autres, ou parce que je mettais de l'engagement beaucoup sur le terrain. Et un capitaine, ça doit montrer ça aussi, cette exemplarité d'engagement, d'abnégation pour les autres. Et je crois que j'ai incarné ça. Et alors, pour l'anecdote, moi, j'ai été capitaine de l'équipe de France la première fois en 97. Je suis arrivé en 95 en équipe de France. Et en 97, mon premier capitanat, c'était après un tournoi à destination qu'on avait remporté. On avait fait le Grand Chelem et on jouait l'Italie, qui se préparait à rentrer dans le tournoi dans les années futures. Et j'ai participé à la première défaite. Pour mon premier capitanat, ça a été la première défaite de l'équipe de France contre l'équipe d'Italie. Voilà. Et donc, effectivement, à ma décharge, c'était une équipe qui était complètement remaniée. À l'époque, il y avait pas mal de brivistes en équipe de France et ils jouaient la finale à la Coupe d'Europe cette année-là. Et donc, ils n'étaient pas sur ce match contre l'Italie. Et donc, voilà. Et l'Italie était une bonne équipe à cette époque-là. Ils rivalisaient beaucoup plus que maintenant. Écoute, bonne nouvelle, c'est qu'ils t'ont repris quand même, 42 fois. Bon, j'en ai enchaîné 40 après. Il y avait un moment aussi où en fait, ça a changé un petit peu entre Raphaël Ibanez et toi, ouais. Où il y avait un moment, je pense que tu étais un peu... Voilà, à trois, là, on tournait avec Fabien Galtier aussi. Oui. Voilà, une fois c'était un, une fois c'était l'autre. En fait, si tu veux, il y avait le titre de capitaine et après, il y avait le statut dans l'équipe. Et en fait, le statut dans l'équipe, qu'on soit capitaine ou pas, il ne changeait pas vraiment. Voilà, on prenait responsabilité, on parlait. Et puis, il n'y a jamais eu, je pense, de rivalité par rapport à ce capitanat. On a été capitaine, on a été vice-capitaine, mais il y avait toujours des responsabilités. Et finalement, le titre, moi, franchement, il m'importait peu. Ça a été Rafa 97 à 99. Ensuite, ça a été moi. Ensuite, Rafa est revenu. Fabien Galtier a été aussi capitaine. Enfin bon, voilà, il n'y a pas eu de. Je crois que personne a bataillé, a œuvré pour être le capitaine. Voilà, oui. On était désignés et puis on acceptait d'être capitaine, vice-capitaine, c'était pas un souci. Ce que j'entends là, c'est pas mon équipe, c'est notre équipe. Ouais, notre génération, en fait, notre génération. Et voilà, moi j'ai partagé une chambre avec Rafa quand j'étais en sport-études universitaire à Toulouse. Avec Fabien Galtier, on a fait notre carrière ensemble. On était étudiant à Toulouse aussi. Et on a joué finalement
une grosse partie de notre carrière ensemble, donc on se connaissait par cœur. Et il n'y avait pas d'intrigue, je pense. En tout cas, de ma part. Voilà. Et s'il y en a une de leur part, voilà, tant mieux pour eux, tant pis pour eux, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je l'ai très bien vécu. Bah, en fait, c'est marrant parce que ça fait écho avec aujourd'hui, en fait, avec l'équipe de France qu'on a, où j'ai l'impression on a 4 capitaines sur l'équipe. Ouais. On a Dupont qui est nommé, mais ça peut être très bien Ficou, ou Olivon quand il va revenir, ou Marchand, ou Aldrit. Et en fait, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de capitaines, et je pense que c'est peut-être un partie de notre réussite aussi. Ben, c'est très certainement une partie de notre réussite, parce que à un moment, il faut assumer les choses. Et c'est vrai que quand je reprends toujours ces 10 ans là, que l'on vient de vivre, où on disait bon, l'équipe de France est cristallisée tous les mots, parce que déjà elle gagnait pas, donc c'était plus compliqué de la soutenir, et puis ou d'être derrière, ou moins facile en tout cas d'être derrière. Et je pense que on lui a reproché de manquer de leadership à cette équipe, tout simplement parce qu'on manquait de leaders. Et tout simplement parce qu'on avait aussi dans nos clubs beaucoup de joueurs étrangers qui assumaient ce leadership. Et peut-être qu'on n'a pas formé assez de leaders français dans nos équipes pour pouvoir justement alimenter cette équipe française, donc l'équipe de France. Donc voilà, je crois qu'on a eu ce mélange-là, ou ces travers-là qui ont amené au fait que ouais, pendant 10 ans, on avait une équipe de France qui était moyenne, on va l'appeler comme ça. C'est super parce que j'avais le grand Théo chez nous, il m'avait pris l'expression les dents aussi, et je voulais poser cette question et tu as bien répondu. Par rapport à ça, parce que tu as dit apprendre le leadership, et ça s'apprend comment en fait? Déjà sur le tas, hein. Sur le tas, parce que, alors il y a quelques techniques évidemment, mais c'est aussi en se confrontant à des situations que l'on arrive à se déterminer en tant que capitaine quand même. Voilà. Et puis, il y a 1000 façons d'être capitaine. Hein. Il n'y a pas qu'une façon, parce qu'on est capitaine comme on est, avec sa personnalité, avec ce que l'on vit au moment, avec le statut qu'on a dans l'équipe, avec tout ça. Et donc, moi, je n'étais pas le même capitaine à 30 ans en toute fin de carrière, à 35, et encore moins avec celui que j'étais à 20 ans, à Dax, quand j'étais capitaine d'une bonne bande de jeunes, de copains, voilà, et qui n'étaient pas encore dans le rugby professionnel. Donc, je crois qu'il y a quand même quelques principes à respecter, mais après, on est capitaine voilà, comme on le vit et comme on le ressent surtout. C'est quoi alors ton style? Parce que tu as dit que tu as changé entre 20 ans et 30 ans. Ouais. Donc, est-ce que moi, j'entends quelqu'un qui a beaucoup de cœur. En fait, tu es là avec ton cœur. C'est ça ton style? Ouais, le ressenti. Moi, je conçois le rugby comme un sport de partage et de convivialité. Et donc, à un moment, ça se ressent dans ma façon d'être capitaine. Je n'arrive pas à comprendre que l'on fasse passer les individus avant les groupes. Voilà, et je pense que ça, c'est important. Et quand, pour moi, le rugby représente le sport d'équipe par excellence. Et en fait, tout ce qui vient contrecarrer l'esprit d'équipe, c'est-à-dire un peu trop d'individualisme dans une équipe, dans un groupe, que quelqu'un veuille s'imposer en tant qu'individu au milieu de l'équipe, ça, je pense, c'est délétère pour l'esprit d'équipe. Parce qu'à l'intérieur de l'équipe, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner à l'intérieur de l'équipe ce qu'il a à donner. Mais il faut que ça reste en corrélation avec les valeurs de l'équipe. Parce qu'une équipe, ça peut être considéré aussi comme un individu, avec sa propre personnalité, son propre code moral, sa propre façon de faire. Et à partir du moment où il y a un individu qui vient et qui essaye d'outrepasser ça, et cet individu-là, il est dangereux pour l'équipe. Et donc, le travail du capitaine, c'était de recadrer cette personne-là, au même titre que le manager, au même titre que l'entraîneur ou le manager. Oui, c'est intéressant. Je me posais la question parce que je me disais, être capitaine d'une équipe de basket, par exemple, ça serait peut-être plus facile parce qu'il n'y a que 10 à 12 mecs sur l'équipe, mais quand tu as une quarantaine de gars, c'est quand même un sacré boulot. Ouais, mais après, les choses se font assez naturellement aussi. Hein. Voilà. Et puis, généralement, l'équipe, elle vit
au fil de l'eau, et puis de temps en temps, tu en as un qui sort du cadre. Mais celui-là, tu le recadres un peu, et puis voilà. Mais c'est pas un travail permanent et qui te prend trop la tête aussi, parce que il te faut t'assumer en tant que joueur aussi. Le capitaine, il doit... Et puis le capitaine, il est garant de certaines choses, de l'état d'esprit de l'équipe. Il n'est pas garant de la stratégie que tu vas mettre sur le terrain ou des capacités techniques des joueurs. Par contre, il est garant de l'état d'esprit. Et par rapport à l'état d'esprit, c'est des choses qui se construisent là aussi tout au long de l'année à travers ce que tu fais à l'extérieur même de la pratique, à gérer les relations entre les joueurs, les conflits qui sont naissants et qu'il faut désamorcer, tu vois, ce genre de choses-là. En fait, dans ta carrière, c'est fou parce que tu avais environ 3 coachs, en fait, pendant longtemps. Dans 12 ans en équipe de France, c'était Scrella et Laporte. Et après Noves à Toulouse, je trouve ça assez incroyable, avec toutes ces années de rugby, d'avoir que ces 3 coachs-là. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est assez exceptionnel dans la mesure où ça nous a donné quand même une certaine stabilité, quand même. Stabilité de philosophie de jeu. Et ça, c'est quand même important. Il faut s'y sentir bien pour bien l'assimiler. Et une stabilité aussi en termes de rapport, de rapport humain. Bien connaître son entraîneur. Enfin, connaître son entraîneur, c'est plus facile. Comme lui, connaître ses joueurs, pour un entraîneur, c'est plus facile d'appuyer sur les bons leviers ensuite pour avoir la performance. Donc, moi, je pense que la stabilité, c'est une des clés aussi de la réussite et de la continuité dans la performance. Parce que ça, c'est important quand même. Voilà, on voit souvent des équipes, notamment de clubs, où tu as les entraîneurs qui changent, etc. Souvent, c'est des équipes instables et qui ont des résultats en dents de scie, justement. Voilà, en dents de scie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être jusqu'au boutiste, jusqu'à ne pas la déraison, mais à un moment, un peu de stabilité dans les résultats, parce qu'on a une obligation de moyenne, les résultats, c'est qu'une conséquence, quoi. Et le résultat, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, même si dans le rugby professionnel, ça compte énormément. Mais à un moment, c'est la façon aussi de le faire qui est importante. T'étais surpris de voir Fabien Galtier et Raphaël Ibanez devenir coach, ou c'était déjà écrit avant qu'ils partaient C'était écrit. Fabien, il était coach. C'est un coach qui a joué au rugby, en fait. Parce qu'il a toujours été coach dans sa tête. Rafa un peu moins, mais par contre, Rafa, c'est un meneur d'hommes dans le sens où il a une relationnelle très exacerbée. Donc il est meneur comme ça, lui. Voilà. Fabien est plus coach stratégique, lui. Il a toujours c'est un trait de caractère, ça a toujours plu, je pense. Et d'ailleurs, sa limite en club, ça a été justement son relationnel, je pense, qui a pas été compris ou qui a toujours, des fois, été un peu cassant, quoi. Ok. Et toi aussi, après la fin à Toulouse, tu étais manager des U20 pendant un certain bout de temps aussi. Ouais, je me suis régalé. Manager ouais. C'était une belle promo aussi, parce que j'avais vu un clip sur YouTube dans ma préparation. Il y avait Ficou, Marchand, Ramos. Tous ceux qui sont là, et je les ai eus. Je les ai eus c'est de façon logique et normale. Quand tu es le meilleur à 20 ans et que tu continues ta progression, généralement, tu es le meilleur à 25 et tu es normalement encore meilleur à 30, tu vois, à 30 ans. Donc, ouais, je les ai eus, je les ai accompagnés pendant un bout de temps, ce qu'on a à faire. Et je crois qu'on n'a pas trop mal fait, hein, parce qu'on a sorti quelques bons joueurs, on leur donnait quelques codes, et puis ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre à cet âge-là, et ils ont continué leur progression, surtout. Et ça, c'était bien. Parce que le travail de formation, c'est un travail de longue haleine. Hein, ça part du premier entraîneur qui te donne le goût à ce sport, jusqu'au dernier qui te donne la clé technique sur un geste du rugby que tu vas améliorer et qui va peut-être faire en sorte que
eh bien, c'est avec ce geste-là que que tu vas gagner la Coupe du Monde l'an prochain. Sur un geste d'un match en particulier que tu as appris 3 ans avant, qu'un coach t'a donné, ou 2 ans, 3 ans ou 10 ans avant, et voilà, qui fait que tu as un avantage, ou que tu as réussi ce geste, tout simplement, sur la finale de la Coupe du Monde. Ouais, donc j'espère qu'on vivra ça l'année Oui, je prochaine. l'espère, oui. Écoute, c'est vraiment un plaisir de partager tous ces moments. En fait, j'ai tellement de questions Ouais. aussi. Peut-être je jette quelques questions assez rapides. Quelle équipe, après les Anglais, quelle équipe est-ce que t'aimerais jouer physiquement, on va dire? Ouais, après, nous, à notre époque, on avait deux équipes qui étaient un peu plus, où les matchs étaient un peu plus valorisés que les autres. C'était les Néo-Zélandais et les Anglais. Euh, dans l'imaginaire, je crois que c'est quand même encore ça. Même si dans les faits, je pense qu'il y a d'autres équipes qui nous posent plus de problèmes finalement que, que ces deux équipes-là. Euh, mais ouais, je crois que c'est ces deux équipes qui restent quand même. Ouais, les Blacks un peu mythiques et les Anglais nos meilleurs ennemis quand même parce que Mhm. euh, parce ils nous ressemblent quoi. Non, voilà, c'est nous avec et puis ça fait voilà, symboliquement on est quand même un sport de défense de territoire. Les adversaires, il faut qu'ils viennent poser un ballon derrière ta ligne. Et je crois que dans cette défense de territoire ou dans dans l'inconscient des nations, les Anglais, voilà, ils sont venus souvent dans l'histoire nous. Poser, Voilà, poser un drapeau, en fait. Ils arrivaient partout, ils posaient leur drapeau. exactement. Donc, voilà, je crois qu'il y a ça quand même. Il y Ouais. a cette notion-là quand même. Il y a un comique qui est très connu en Angleterre qui s'appelle Eddie Izzard, et il fait un blague dessus. Que les Anglais, ils arrivent, ils posent leur drapeau et les gens qui sont là disent attends, mais c'est à nous. Ils disent oui, mais est-ce que vous avez un drapeau? Bah non, j'ai un drapeau, donc c'est à moi maintenant. Euh, En fait, c'est marrant parce que nous, à Pack de Pod, parfois, on fait une émission qui s'appelle Rugby Retro Classics où en fait, on prend des vieux matchs. On a fait que 2 comme ça, mais c'était 2 matchs où toi, t'étais. C'était France-Nouvelle-Zélande en 99 et 2007. Ouais. Quand tu réfléchis à ces 2 moments-là, qu'est-ce qui revient tout de suite dans ma tête? Oh, le côté finalement tout est possible. Tout est Ouais. possible parce que on se rend pas compte maintenant parce qu'on l'a fait, tu vois, mais je veux dire, ces deux matchs-là, on jouait quand même contre la meilleure équipe du monde de l'époque et on a renversé une montagne, quoi. Et ça, c'est des sentiments un peu, c'est des sentiments rares quand même d'avoir fait ça. Moi, j'ai joué avec plein de joueurs différents dans ma carrière, mais ceux avec qui j'ai joué 99 et 2007, il y a quand même un petit truc différent quand même. Je sais pas quoi, hein, je sais pas comment le définir. Mais tu vois, ce sentiment de dire ouais, on l'a fait quoi. On l'a fait. Ouais. Et, Et vous voyez, de temps en temps, il y a un petit regroupement dans un restaurant secret à non, Toulouse, non, je non. sais pas. Non, mais voilà, quand on se croise, on a toujours plaisir à se recroiser. Alors on fait, là, on s'est réunis avec l'équipe de France qui avait fait le Grand Chelem en 2002. Ouais. Comme si on s'était quitté hier, quoi. Bon, alors c'est toujours autour de l'apéro, évidemment, hein, parce que quand même, voilà, on reste des rugbyman, hein, donc, voilà, il y a toujours ces sentiments-là quand tu as gagné quelque chose. Et puis, voilà, sur ces deux matchs en particulier, là, les deux matchs de Coupe du Monde, ben, ça reste des souvenirs importants pour nous, évidemment, mais au-delà pour le rugby français et au-delà pour le sport français en général. Quoi. Parce que je crois Mhm. que c'est tellement représentatif de ce que l'on est en tant que sportif français. C'est-à-dire que ben, rien n'est impossible. Quoi. On est capable de temps en temps de faire des exploits. C'est certainement pas notre niveau de jeu, hein, mais nominal, mais de temps en temps, on est capable de faire ce genre de choses et de renverser les montagnes. Mhm. Euh, Est-ce que tu as un autre match que tu penses qu'on devait refaire dans un rugby retro classique? C'est quoi un match mythique dans ta tête pour l'équipe de France où toi t'avais joué que tu penses que ça mérite qu'on revient dessus? Ah, je crois qu'il y a la victoire du Grand Chelem à Wembley en 98, le France-Galles.
C'était pendant la construction du Millennium et ça avait été délocalisé à Wembley, euh, à Londres, ce match-là. Et on avait gagné 51-0. Alors, en termes rugbystiques, si tu veux, c'était la quintessence de ce qu'on pouvait faire à l'époque. On les avait, mais en termes de jeu, c'était, on avait sorti toute la palette et on les avait ridiculisés. Alors, c'est toujours un rapport d'opposition et le rugby, donc eux, ils étaient certainement un peu moins bien. Et nous, c'était pour réaliser un grand chelem, on était euphoriques. Mais franchement, on avait fait un match, mais en termes de jeu de l'époque, extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Et je crois que voilà, c'est un match peut-être dont on se souvient bien moins et qui, je crois, correspond en termes de jeu à ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. J'ai mis ça sur la liste alors. Ouais. Écoute, on arrive un peu à la fin de carrière et pour toi, est-ce que tu aurais dû rester un an de plus ou est-ce que tu aurais dû partir un an plus tôt? Est-ce que c'était parfait? Ah non, j'aurais pu rester un an de plus, mais c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que je crois que la conjoncture, elle était bonne. Voilà, j'étais encore en pleine possession de mes moyens. J'ai laissé des regrets. Voilà, j'ai beaucoup de gens après ma carrière, l'année suivante, 2 ans après, qui m'ont dit mais pourquoi vous avez arrêté et en fait, c'est valorisant quand même d'entendre ça. Voilà, plutôt que d'entendre ou de pas entendre d'ailleurs, parce que les gens ils te le disaient pas, mais il était temps qu'ils partent quoi. Et j'avais pas envie de me confronter à ça. C'était à l'époque en plus où le stade avait recruté Johan Maestri ben, pour me remplacer, hein, tout simplement. Et c'est normal hein, qu'il le fasse pour prévoir l'avenir. Donc j'allais moins jouer, donc j'allais peut-être vivre un peu une frustration. Donc j'avais pas envie de m'exposer à ça non plus. Et voilà, donc la conjoncture était bonne, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai bien vécu ma fin de carrière et que quand je me retourne finalement sur ma carrière de joueur, ben, j'ai pas de regrets du tout, quoi. Voilà, j'ai pas été champion du monde, mais certainement qu'on le méritait pas à l'époque. Et après, j'ai gagné avec les équipes ben, tout ce que je pouvais gagner, quoi, finalement. Donc c'était franchement, c'était bien. Je sais que parfois les quarterbacks en NFL, ils ont un peu de mal, un peu de difficulté à quitter parce qu'ils quittent et après ils reviennent Ouais, oui, comme Tom Brady ouais. ou Brett Favre et tout ça. Mais est-ce que c'était difficile de remplacer en fait cette buzz quand tu arrives sur le stade et tout et de jour au lendemain de couper avec ça? Ouais, il faut se redonner les objectifs, il faut le préparer un peu, hein, parce que sinon, ça peut être difficile, ouais. Et puis surtout, ton quotidien, il change. Ton quotidien, il est rythmé par le rugby, alors que après, il est moins rythmé par le rugby quand même. Donc, il faut s'y préparer. Faut se redonner des objectifs sportifs, et pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai commencé d'autres sports, j'ai fait d'autres choses. Il faut redonner des objectifs professionnels, il faut redonner des objectifs de vie de manière générale, parce que c'est quand même une coupure dans la vie. Donc voilà, ça se prépare, ça se mûrit. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir le décider et que personne ne le décide pour toi. C'est la meilleure façon de le vivre, je crois. Mm, mm. Et c'est intéressant, tu parles de physiquement aussi, parce que je trouve que tu es bien en forme. J'ai vu sur YouTube, tu as pu remettre le maillot de ton Ouais. 100e cap contre Irlande. Je disais, waouh, mais comment il garde sa forme? Ben, je fais beaucoup de sport. Alors, je suis passé à d'autres sports, hein, parce que je considère que le rugby, en tout cas, comme j'ai envie de le pratiquer, c'est pas un sport de vieux. Donc, parce que moi, j'ai toujours vécu le rugby comme un sport d'engagement. Et Ouais, quand tu es plus vieux, l'engagement, ben, à un moment, ça fait mal. c'est difficile, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut être préparé quand même. Et donc, je Ouais. fais plein d'autres sports et je suis participé aussi à des sports un peu de vieux, entre guillemets, le vélo, voilà, des sports un peu plus cool, un peu plus tranquilles qui mettent moins le contact en jeu. Ouais. Mais j'ai vu que tu fais un peu de judo. Ouais, le C'était judo. après aussi? Ouais, j'ai commencé après, ouais. J'ai commencé après le judo. Alors, une histoire toute bête, hein, mon fils faisait du judo à l'époque, Ah, ok. parce qu'on a un club juste à côté, et il avait des copains qui faisaient du judo, donc il a fait du judo. Et moi, j'allais le voir le mercredi. Je me disais, c'est quand même sympa comme sport. Et donc, ben, quand j'ai fini ma carrière en 2009, je vais voir le dirigeant de l'époque, avec l'entraîneur, et je dis, mais vous faites des cours pour adultes aussi?
Bien sûr, on fait des cours pour adultes. Je suis pas au courant, moi, voilà, j'ai découvert ça. Et il me dit, bon, écoute, ce que tu fais, tu t'achètes un kimono à ta taille, parce qu'on n'en a pas, nous, à te prêter à cette taille-là. Et tu viens lundi et tu fais un cours de judo, quoi. Tu vas voir comment ça se passe. Et je suis ressorti de de ce premier cours de judo. J'avais exactement la même émotion, la même sensation qu'après mon premier entraînement de rugby. Ah, Ouais, chouette. c'est ça. Moi, mon premier entraînement de rugby, j'avais 13 ans. Je m'en souviens très bien de l'émotion que j'ai ressentie. Et après mon premier entraînement de judo, la même émotion. Je dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Et donc, ben, voilà, je suis parti dans cette formation de judo et j'y allais une fois ou deux fois par semaine. Et après, ouais, j'ai fait les ceintures jusqu'à la ceinture noire. Et voilà, je continue un peu à me faire avec un peu plus de parcimonie maintenant, mais, euh, mais je me régale aussi, quoi. Je me régale aussi. C'est marrant, je te rejoins exactement. J'ai commencé il y a un an et demi un peu de self-defense, Ouais, juste pour mettre les gants et après commencer à taper. J'avais fait plein de foot américain et après le rugby. Mais en fait, ouah, j'ai ce sentiment que j'ai recherché, ce sentiment de contact quand même. ouais. Et un peu de tiens, est-ce que je suis aussi bon que je pense? Ça, c'est intéressant. Tu sais ce qui m'a plu, moi, dans le judo, parce qu'en fait, ce qui m'a manqué quand j'ai arrêté le rugby, c'est de toucher les gens, de Ouais. toucher. Dans la vie normale, dans la vie civile, tu touches pas les gens. Tu serres les mains, euh, tu checkes, tu vois, la plupart du temps maintenant, et au mieux, tu serres des mains. Allez, quelques bises de temps en temps si tu connais un peu la personne, mais c'est tout. Et ce que j'ai aimé dans le judo, c'est que tu mélanges les sueurs. Moi, j'ai une expression pour ça. Tu mélanges les sueurs. Et ça, quand même, voilà, dans la vie normale, c'est rare, quoi. Même des sports hein, qui te permettent de mélanger les sueurs, quoi. Moi, ça m'avait manqué. Et je crois que le judo m'a beaucoup aidé à faire le deuil du rugby. Parce que j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ce contact, j'ai retrouvé le fait que ben, tu touches les corps, quoi. Tu touches les corps dans le. Ah, c'est hyper intéressant si tu mets des mots juste dessus. C'est marrant parce que j'aimerais bien voir ton adversaire qui dit OK, maintenant aujourd'hui t'es contre Fabien Polus. Oh, ah bon, Ah, super. ben, tu rigoles, mais alors bon, certains, je les remue hein, quand même. Mais notamment, j'en ai un dans mon club. Il doit faire 65 kilos, hein, très petit, mais fatalement très rapide. Je n'arrive pas à le faire tomber. Je n'y arrive pas. Et lui, il me fait tomber avec une facilité déconcertante. Donc, ça apprend aussi l'humilité, le judo. Voilà, t'as beau faire 120 et quelques kilos, mais il y a des mecs de 70 kilos qui sont capables aussi de te faire tomber. Ouais, superbe. Écoute, j'essaie de boucler rapidement, mais j'avais quelques dernières questions par rapport à l'après-carrière. Tu étais quand même bien engagé dans le rugby français, tu étais aussi sur Canal+. Ouais. Et après, j'ai le sentiment qu'il y avait un peu un Cooper avec le rugby, tu es parti sur d'autres choses. Est-ce que c'est un peu ça ou c'était par hasard? Non, complètement. Ouais. J'ai coupé un petit peu avec le rugby pro parce que, mais quand j'avais pas envie d'une vie d'entraîneur où tu as la valise toujours prête. Voilà, c'est ça la vie d'entraîneur aussi. Il faut avoir la valise toujours prête parce que les carrières d'entraîneur à rester 25 ans dans le même club, c'est quand même extrêmement rare. Voilà, j'ai pas mis de cette vie-là. Et après, j'étais directeur sportif au Stade Toulousain et j'ai pas trouvé ma place en fait. Je pense que je suis pas adapté tout simplement à ce rugby pro une fois que tu es passé en fait dans le côté un petit peu plus administratif. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi et je pense qu'il faut laisser la place à ces gens-là. Moi, j'ai pas trouvé mon compte, j'ai pas été bon et donc ben, voilà, je fais autre chose, je m'éclate dans autre chose. Voilà, je fais pas mal de conférences dans les entreprises pour justement faire ces parallèles entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Et j'ai la prétention de porter la bonne parole du rugby comme ça maintenant aussi. Voilà. Et j'avais bien aimé le commentaire vivre le rugby à travers le commentaire parce que je pense quand même j'ai un peu de connaissance du rugby et, euh, et, euh, et, et je pense voilà, bien en parler. Et je regrette un peu ouais, ce, de plus le vivre comme ça. Voilà. L'opportunité, c'est pas présentée, mais peut-être qu'elle se représentera
Ouais, je pense que si tu fais un petit appel, ça peut arriver. Écoute, tu avais écrit un livre qui s'appelle 118 vies, qui parle de tes 118 caps aussi, mais il me semble que tu as ajouté d'autres vies par la suite, parce que tu en as parlé rapidement de judo, tu es aussi conférencier, j'ai une autre question derrière, mais aussi tu es dans le vin, tu es dans le restaurant, tu as ajouté combien de vies à ces 118 alors? Plein, j'espère 118 de plus. Voilà, j'ai aussi un brevet de pilote d'hélico, tu vois. Ouais. Je fais. En fait, j'ai envie de me construire une vie et je me suis construit une vie très diverse. Et je trouve que c'est très enrichissant et, euh, et, euh, et en termes d'émotions, je vis des émotions très différentes et avoir plein de vies comme ça rend la vie moins monotone aussi quand même. Et quand tu sors d'une carrière où justement, tu le disais, moi j'ai vécu plein d'émotions, souvent positives, avec de nombreuses victoires, des gens qui t'aiment, qui te le montrent, etc. Et la vie, elle aurait pu être un peu fade après. Et en fait, avec toute cette diversité de choses que je peux, dans lesquelles j'ai pu m'engager, ben j'ai l'impression de continuer ça, à vivre de multiples émotions. Et voilà. Comme je dis souvent, moi je souhaite ma vie à tout le monde. Donc je dois pas mal la vivre quand même. Ouais, c'est superbe. Et est-ce que, deux dernières questions, est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que tu as envie de faire maintenant? Pas grand-chose finalement. Pas grand-chose. Non, parce que j'ai des goûts assez modérés quand même. Parce que, Voilà, non. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? parce que tu as parlé de tes objectifs et je me demandais, tiens, c'est quoi les objectifs? Non, ouais. Alors, j'ai un objectif un peu sportif. J'aimerais bien me faire. Ça, c'est pour mon plaisir personnel et pour voir si j'en suis capable. L'année de mes 50 ans, essayer de faire un Ironman. Parce que voilà, pour me prouver des choses à moi. Je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, j'y réfléchis. Voilà. En termes professionnels, non, que ça continue comme ça. Déjà, ce sera bien parce que je trouve, à un moment, euh, moi, j'ai envie d'équilibrer mes temps de vie aussi. Voilà. Le côté professionnel, c'est une chose, le côté familial, le côté loisir, le côté ami. Et j'ai envie d'équilibrer tout ça, quoi. Et pas parce que je suis persuadé que pour réussir de manière importante dans un domaine, tu es obligé de sacrifier autre chose, ne serait-ce qu'en temps. Et moi, j'ai envie de rien sacrifier. Et c'est pas grave si voilà, si j'ai un restaurant, si j'en ai pas 10 restaurants, c'est pas très grave. Voilà, je cours pas après être le plus, le meilleur, le ceci, le cela. Je l'ai fait dans le rugby et je crois que je l'ai bien fait et ça suffit pour toute une vie, en tout cas. Voilà. Je pense qu'on va le laisser là. Super, tu le vis bien. Tu le vis bien. Super. Bon, merci énormément pour tout ce temps passé avec nous à Pacte de Potes. Et c'est un grand plaisir de pouvoir parler de tous ces différents éléments. J'aimerais bien te réinviter parce que j'ai encore 2 autres pages de questions, hein, si tu as envie. Écoute, dans quelques temps, on va laisser mûrir tout ça. Hein. Ouais. Avec grand plaisir. C'est jamais bien de discuter avec des grands barbus, moi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un vraiment down to earth, comme on dit en anglais, quelqu'un qui est très abordable, quelqu'un qui est très sympa, qui est très drôle, qui a eu toutes ces expériences et qui a toujours la passion de partager avec nous. Et je trouve ça vraiment superbe. Donc, j'ai vraiment envie de le réinviter un jour parce que j'ai encore énormément de questions à poser, des questions un peu plus précises sur son carrière, sur son après-carrière aussi, parce que je pense qu'il y a plein de vies qu'il pourrait nous raconter ici. Donc un grand merci encore à Fabien Pelouse et aussi à mon oncle Jean Cussac qui nous a mis en contact. N'oubliez pas d'aller partager cet épisode avec vos copains sur vos WhatsApp, sur vos Twitter, avec votre club de rugby. Partagez et likez. Please, ça nous fait du bien. Allez, c'est tout pour le moment. Revenez d'ici 2 semaines où nous allons essayer d'avoir un autre épisode sympa pour vous. Allez, bon rugby tout le monde. Ciao, ciao.